Chers amis, je dois vous avouer quelque chose. Votre odieux serviteur ici présent n'a pas encore le DVD dont je vais vous parler. Et... Oh, ça va! Mais rassurez-vous, je corrigerai le tir dès que possible, j'ai envie d'ajouter ce film à mon Nanar Achievements. Et de toute manière, j'ai trouvé un moyen de me procurer la vidéo pour aujourd'hui, donc eh bien ça ne posera pas problème. Clash of the Warlords, un film sorti en 1985 aux Philippines et... Vous savez, sur les précédents films dont j'ai parlé, je me suis toujours un peu moqué de leur budget qui était aux fraises. Mais ça, c'est rien par rapport à Clash of the Warlords. Dire que ce film est fauché, c'est un petit peu comme dire que Hitler était pas quelqu'un de très sympa. Ça semble vrai dit comme ça, mais la réalité, elle est bien pire. Ce film a vraiment un budget misérable, je sais pas qui a produit ça, mais en tout cas, à côté, même Picsou paraît pour quelqu'un de généreux. Bref, en critiquant ce film, j'atteins vraiment le paroxysme de la démolition ambulancière. Mais je pense que vous commencez à me connaître un petit peu depuis quelques vidéos, et c'est certainement pas ça qui va m'arrêter. C'est pas grave. Le film commence avec le titre qui s'affiche avec une explosion et de la musique. Et toujours plus de musique. Et la même image. Non mais attendez, ils ont oublié de mettre le film ou quoi? Une des grandes bizarreries de ce film, c'est le tout début en fait. Alors déjà, il manque un mot au titre, ce qui est déjà une aberration en soi, genre les mecs ont pas été foutus d'écrire le titre correctement. Et après on se tape genre 2 minutes d'un écran fixe où il se passe rien, mis à part la musique qui s'excite. Et non mais sérieux, le film a même pas commencé, c'est déjà le fiasco total. Alors je pense franchement qu'ici c'était une place réservée pour le générique de début, donc l'explication la plus probable c'est qu'il est enlevé. Et pourquoi ils ont fait ça, je dois vous avouer que je sais pas. Une tentative désespérée de rayer leur nom de l'histoire du film, peut-être. Ah oui, et 2 petites précisions avant que j'ai oublié de dire. Alors, d'abord, veuillez m'excuser pour la qualité de l'image, Après, trouver ce film en bonne qualité, je pense que ça tient plus de l'exploit divin qu'autre chose. Deuxièmement, le film est en anglais, Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas eu de doublage français pour ce truc. Alors pour les non-anglophones, vous inquiétez pas, je vous mettrai des sous-titres. Bien, alors, l'histoire du film. La particularité de ce scénario, c'est qu'il n'y a pas de scénario, en fait. Le film dure à peu près 1h15 avec une bonne grosse demi-heure de remplissage. Et vous vous doutez bien qu'avec les 40 minutes restantes, ils ont eu un petit peu de mal à faire une histoire qui tient la route. Clash of the Warlords se veut être un film post-apocalyptique qui se passe après, on suppose, une explosion nucléaire. D'ailleurs, heureusement qu'ils nous le disent, parce que ça aurait été l'histoire de 2 groupes de campeurs fous qui s'affrontent au milieu du Texas, ça aurait pas changé grand chose. Parce que oui, Clash of the Warlords, c'est l'histoire de 2 camps qui s'affrontent. Le camp des gentils et le camp des méchants. En fait, ce film a pas un background très développé, genre pourquoi il y a eu un cataclysme nucléaire, pourquoi les 2 camps s'affrontent, qui sont les personnages, tout ça on en a rien à battre, croyez-moi, ils ont pas pris le temps d'expliquer. Bref, l'histoire commence directement dans la base des méchants, ou le taudis des méchants, c'est un peu le seul mot qui me vient à l'esprit là. D'ailleurs, vous trouvez peut-être qu'il y a beaucoup de personnes pour les quelques bâtiments, si on peut appeler ça comme ça, que compose cette base. Eh bien, c'est qu'en réalité, ces bâtiments sont beaucoup plus grands qu'ils en ont l'air. Démonstration. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient tous là-dedans? Ne répondez surtout pas. Leur chef n'est autre que Malzahn, un grand méchant au rire sardonique, qui est obsédé par les arènes et les combats à mort. Et il passe son temps à envoyer Rex, son rival et le héros du film, se battre contre des figurants sous-payés à l'aide de dangereuses haches en plastique. Mais si, regardez, elles sont dangereuses, ils réussissent à se couper avec. Mais Rex est fatigué de Malzahn, et il décide de s'enfuir avec son fils grâce à Tanya, une des soldats du camp. Mais ils sont à pied, et les terribles sbires de Malzahn les rattrapent bien vite grâce à leur moto du futur en PVC. Tanya et le fils de Rex meurent, mais juste avant de capturer notre héros, une autre fille, Rhea, qui sort de nulle part, arrive pour le sauver. Déboussolé par cette soudaine attaque d'ennemis au nombre de 1,
Ils décident tous de battre en retraite. Rex pleure son fils. Enfin, je suppose, puisqu'il a pas l'air bien concerné. Et il s'enfuit dans le désert pour arriver enfin dans le camp des gentils. Alors le camp des gentils est dans une forêt. C'est beau, il y a des fleurs, les guerriers sont sympas, tout le monde rigole et c'est la joie. Il est dirigé par un gentil scientifique qui fait plein d'inventions super chouettes afin d'assurer la pérennité de ses alliés susnommés. I've just discovered a formula that cures the infective wounds caused by the atomic radiation. I see. Sérieusement, vous pouviez pas paraître un minimum motivé quand vous dites votre texte? Non, parce que là, clairement, ça donne ça. Commandant, j'ai enfin trouvé le remède qui nous permettra de ne pas tous crever d'un cancer à cause des radiations atomiques. Ok. Il se trouve que, par le plus grand des hasards, ce gentil professeur est justement le père disparu de Rhea. Quelle coïncidence. Oh, thank God you're alive. Et là, vous allez me dire, oui, tu as décrit le camp de Malsam, tu as décrit le camp du professeur, mais qu'en est-il du héros? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Eh bien, bonne question. Il est vrai que le héros, je vous en ai pas vraiment parlé, pour la simple et bonne raison que j'ai rien à dire en fait. L'acteur qui joue Rex est monolithique, pour dire qu'il fait toujours la même tête dans absolument toutes les situations. Celle du mec qui n'en a absolument rien à foutre du film dans lequel il joue. Non, sérieusement, est-ce que vous pouvez réellement me trouver quelqu'un qui a l'air encore plus démotivé que ça? Ah, ça vous fait rire, hein, que je suis obligé de jouer dans des films pourris pour gagner un peu d'argent. J'ai besoin de sous pour nourrir ma femme et mes 43 enfants, mais ça, vous pouvez pas le comprendre, hein. Après, je pense qu'il voulait jouer la carte, vous savez, du héros sombre et mystérieux, et il aurait pu le faire si le mec avait pas eu le charisme d'un nénuphar. On sent bien qu'ils ont essayé de donner au moins un petit peu de profondeur au héros avec son fils, par exemple. Sauf que son fils est mort, et il s'en fout. Et nous aussi, on s'en fout, c'est bien ça le problème. Bon, ok loulou, on va faire un zoom sur toi là, alors arrête un peu avec ta tête de con et prends un air naturel, ok? Ok, c'est pas grave, on garde quand même. Bon là, on est à peu près à 20 minutes de film, et vous savez, quand j'ai revu le film pour écrire mon épisode, je me suis rendu compte que je me souvenais absolument pas du tout de tout le milieu du film. En gros, on peut plus ou moins découper ce film en 3 parties. La partie du début que je vous ai montré avec Rex qui s'échappe du camp de Malsam, la partie de fin où Malsam recapture Rex ce qui mène au combat final, mais on verra ça après, et toute la partie du milieu où vraiment, carrément, il se passe franchement rien. En fait, tout ce milieu de film met en scène des personnages que tu ne connais pas, et dont on n'a rien à foutre, dans des histoires qui ne servent absolument pas le propos du film. C'est juste du remplissage pour essayer de faire durer un peu plus le film qui a un scénario complètement vide, avec des acteurs qui réussissent l'exploit d'avoir l'air encore plus démotivés que le héros. Ah mais pitié, mais s'il vous plaît, mais arrêtez avec vos tronches de morts-vivants. Mais c'était quoi l'ambiance sur le tournage pour qu'ils finissent par tirer des têtes pareilles? Ah mais le héros et les seconds rôles, t'en as pas un pour en racheter l'autre, hein. Ah tu m'étonnes que j'ai fini par oublier tout ça. Ah si, y a un truc que je me souvenais parce que ça m'avait bien fait marrer. Un peu plus tôt dans le film, il y a une scène où Malsam pète un câble parce que c'est la pleine lune et qu'il aime pas. Alors, le méchant qui devient taré à la lumière de la lune, bon, passe encore, je jugerai pas ce choix scénaristique. Mais le problème inhérent à cette scène, c'est que c'est même pas la pleine lune. Alors je me suis d'abord dit que c'était Malsam qui pétait encore plus un boulon, mais non. Tous les personnages ont l'air d'accord sur le fait que la lune est pleine. Ils ont juste pas tourné la bonne nuit. Et bon, vous allez me dire que les contraintes ont fait qu'ils ne pouvaient pas tourner à la bonne date, mais le pire, c'est qu'ils ont rien fait pour le cacher. Mais regardez ça! Ils zooment dessus, mesdames et messieurs! Mais non! Vous vous souvenez de la tactique Mosef du clandestin? C'est la même, les mecs ils ont aucun scrupule. Putain, mais à quel point les acteurs, le réalisateur et toute l'équipe du film en avaient rien à battre de leur film. Enfin, je sais que ça ressemble plus à un coup d'épée dans l'eau ce que je suis en train de faire, mais ça se rajoute à la longue liste de problèmes de ce film qui te fait dire au bout d'un moment, mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Enfin bon, je vais squeezer toute cette partie du film qui de toute manière est inintéressante. On arrive au moment où Rex et d'autres du campement marchent dans la montagne. Parce que je sais pas et on s'en fout. Mais Malsam, qui entre-temps avait lu le scénario, envoie des soldats pour les capturer. Il ramène Rex et sa clique au camp, et Malsam lui propose un marché. S'il sort vivant de l'arène, alors il aura le droit de l'affronter personnellement. Mais un autre du camp du professeur demande alors que lui aussi soit autorisé à se battre dans l'arène, parce qu'il a envie de se venger de Malsam qui a tué son père. Non.
Je suis ton père. Régis, je crois que c'est pas le bon dialogue, là. Bref, Malsam accepte, mais seulement un seul devra sortir de l'arène en vie. Les deux protagonistes acceptent donc un combat mortel entre amis. D'ailleurs, c'est plutôt bien que le film nous dise que Rex et l'autre sont amis, hein. Parce que moi, je savais pas. Enfin, je sais même pas qui est ce type, en fait. Je sais même pas son nom. Bon, vous savez quoi, on va l'appeler Gaston, allez. Donc, Gaston et Rex s'avancent sur le champ de bataille, chacun en face de deux ennemis, et le combat commence. Et j'en ai pas encore parlé. Mais là, c'est enfin le moment. Les combats de ce film sont absolument épiques. Que dire. C'est du grand art. Une direction magnifique. On sent vraiment toute la violence et la précision des coups portés par ces talentueux combattants. Les esquives majestueuses de Gaston, ce magnifique coup de pied sauté au ralenti dans la barrière. Prends ça, barrière de merde, tu as tué mon père. Non. Alors c'est bon Régis, on a compris maintenant. Ou encore le héros qui se prend un coup tellement fort dans le bras qu'il en a mal au ventre, dis donc. Et que dire, évidemment, du jeu absolument naturel des acteurs, qui n'hésitent pas une seule seconde à jouer avec leurs tripes pour rendre les fins de combat encore plus poignantes et réalistes. Ouais, non, bon, je vais arrêter là. Alors, je trouve quand même qu'ils se sont vraiment donné la peine pour faire les chorégraphies de combat. Le problème, c'est que l'exécution, elle pêche un peu, hein. Bon, j'ai pas trop besoin de dire pourquoi, hein, les images parlent à ma place. Mais vu que le film est très facilement trouvable en streaming, je vous conseille très franchement de les voir par vous-même, parce que c'est quand même de très bonnes barres de rire. Bref, les deux protagonistes réussissent tant bien que mal à tuer leurs adversaires, et doivent donc s'affronter pour savoir qui sortira vivant de l'arène. Rex réussit à gagner, mais Malsam envoie alors ses guerriers pour les tuer tous les deux. S'engage alors un autre combat qui tourne très vite relativement mal. Mais alors que tout semble perdu et que ce qui restait de scénario menace de s'écrouler entièrement, les forces alliées du professeur arrivent pour atténuer nos souffrances. Et nous en infliger de bien pire. Tout l'assaut final est horrible. Les mecs ont des lance-roquettes en PVC pour les mitraillettes, et ils se sont même pas donné la peine de mettre au minimum un peu de fumée. Non, c'est les mecs qui bougent leurs flingues dans tous les sens et les figurants s'effondrent par la magie du montage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, les figurants qui se jettent à terre lors des explosions. Le fait qu'il n'y ait pas non plus d'impact de balles, hein, mais ça faut pas déconner, hein, c'était trop chiant à faire. Allez, rushez-moi ce film plus vite que ça, que je puisse rentrer chez moi. Et dans les souterrains de la base, les combats sont tout aussi débiles. Gaston, dans un combat glorieux contre un des commandants, meurt. Ça aurait dû être un effet dramatique, mais croyez-moi, on en a rien à foutre. Et c'est long, et c'est chiant. Bon, il va durer encore longtemps ce combat? 5 minutes. Oh non, pas autant. Et après de longues minutes de souffrance, où tu sens vraiment que les mecs sont à bout, ils en ont marre, ils ont envie de partir, et toi aussi t'as envie de partir, mais tu restes, parce qu'après tout ce supplice, il y a le combat final. Le combat final. Rex contre Malsam, les deux antagonistes du film. Depuis le début, ils s'affrontent avec des haches en plastique. Alors devinez avec quelle arme ils vont s'affronter à la fin. Non, sérieusement, devinez. Attendez, ils se battent avec des sabres laser là. Hein, on est d'accord qu'ils se battent avec des putains de sabres laser. Mais pourquoi? Alors déjà que c'est du gros plagiat, hein, mais sabre laser bleu contre sabre laser rouge, ça va, vous auriez pas pu au moins changer les couleurs? Et puis mais ça sort juste de nulle part. Depuis le début, ils se battent avec des armes blanches, et ça n'a juste rien à voir avec le reste. Et l'ultime affront de ce film, le pompon qui fait déborder le gâteau, c'est que le combat final ne dure même pas 30 secondes. On s'est tapé un quart d'heure de combat pourri et le combat final entre les deux antagonistes au sabre laser dure 30 fucking secondes. Et vous savez quoi? Bah à la fin, ça m'explose. Bah oui, vous vous torchez déjà avec la logique, alors autant continuer. Et puis ils ont gagné, hein. Et Rex embrasse sa chérie. Mais comme c'est un guerrier solitaire, il choisit de s'en aller pour ne plus revenir. Et puis il s'en va dans le désert, c'est le générique de fin et ça y est, c'est fini. C'est fini.
tout est fini. Capri, j'arrive. Vous savez, Beowulf, Titanic 2, Le Clandestin. Tous ces films sont pas si mal en fait, comparés à Clash of the Warlords. Parce que comment tu sentais que les mecs ils avaient un minimum de motivation et de respect pour leur travail. La morale, c'est que si vous voyez quelque chose de mauvais, voire très mauvais, bah croyez-moi, on peut toujours trouver pire. Quand même, je pense avoir été un petit peu dur avec ce film. Je veux dire, les conditions de tournage devaient vraiment être déplorables, alors finalement, bah, je peux pas vraiment leur en vouloir. Ah, et puis il y a bien des trucs qui devaient pas être si mauvais que ça, quoi. Bon, faut juste chercher un petit peu. Ah, je sais. Ah. Bon, Filmus Detectus. Ça détecte rien. Ouais. Bah décidément, ce film était vraiment infâme.